Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Les grandes marques connaissent finalement assez peu les consommateurs parce qu'elles vont vendre soit en café, hôtellerie, restauration pour certaines, soit aux enseignes de grande distribution. Je pense qu'on est vraiment sur une normalisation des choses et un business as usual avec l'influence. On sort de l'effet effectivement phénomène de mode. C'est pas à la mode, c'est normal. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Growth Director and Retail Media Evangelist. Thomas Rudel, que j'ai connu chez AXA, lorsqu'il était en charge du social media, et j'ai pu travailler avec les équipes de la banque pour lancer AXA Bank exclusivement sur les réseaux sociaux et les influenceurs. Une première et un ovni chez AXA à l'époque. Thomas, curieux du digital, de la techno, a un parcours exemplaire dans de grandes maisons, avec toujours la même motivation et l'habileté politique pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, Thomas va nous parler de marketing, d'influence, de data et de retail. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Salut Cyril, ça va très bien. Bon, Thomas, Carrefour, Growth Director, est-ce que tu peux nous expliquer, avant de rentrer dans la conversation, ton parcours en quelques mots, ta carrière et ton mojo ? Qu'est-ce qui t'a motivé tout au long de ta carrière jusqu'à maintenant ? Écoute, pour te résumer un petit peu ma carrière, moi je suis diplômé d'école de commerce, je commence à Londres en agence de publicité chez Havas, Euro RSCG, où je m'occupe de coordination internationale pour de la lessive. Et passionnant. Et pour des très belles marques, néanmoins, comme les marques du groupe Reckitt Benckiser, comme Woolite en anglais, et Vanish, où je travaillais sur la coordination internationale. Et à ce moment-là, il y avait un phénomène qui était en train d'émerger, qui était très très loin de la lessive, qui était les médias sociaux. Les médias sociaux, c'était 2002-2003, si mes souvenirs sont bons. C'était les premiers blogs. Et c'est là que notamment, une des premières personnes que je découvre, c'est Loïc Lemeur, qui disait notamment une chose que j'ai trouvée assez forte et qui m'a guidé tout au long de ma carrière, c'est vous allez vous planter, on va vous critiquer, mais faites, testez. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça changeait des approches françaises habituelles autour de l'échec, autour de se planter et autour de faire des choses pas toujours réussies au début. Et en termes de mojo, et après je vais te raconter le reste de mon début de carrière, mais ça m'a beaucoup aidé. Notamment, ça m'a beaucoup aidé à me dire que la publicité, c'était pas forcément au début mon élément le plus naturel et le plus logique. Et j'ai bifurqué finalement vers le digital qui me convenait mieux. J'ai d'abord travaillé chez Michael Page, le cabinet de chasse de tête, où je m'occupais de la diffusion des annonces sur les job boards, et notamment de l'évangélisation, j'étais déjà un peu un influenceur, des consultants en recrutement sur LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels. Je sais, ça fait marrer tout le monde. Je dis, à l'époque, il y avait des annuaires papier, il y avait des annonces emploi dans Le Monde, Le Figaro, Les Échos, et c'était le début du web, le début des réseaux sociaux. Je suis ensuite passé chez Generali, où je m'occupais toujours de digital, et puis je me disais vraiment, oui, le digital, ça me plaît, mais je pense qu'il y a un truc autour des réseaux sociaux ad hoc, un truc génial à aller faire, un truc génial à aller chercher. Je pense que je peux en faire mon job à 100%. Et je rencontre les équipes d'AXA qui me disent mais nous aussi, on est convaincus que les médias sociaux, ça va exploser. Et on veut te donner un job à 100% autour des réseaux sociaux. Donc je rejoins la communication d'AXA. J'ai la chance d'accompagner les dirigeants de la boîte dans leur présence sur les réseaux sociaux, où on avait travaillé sur une partie du média training. Le média training, c'était aussi du média training réseaux sociaux. C'est comme ça que je l'avais monté. Et c'est là que je fais la connaissance, 1 an et demi plus tard, d'Amélie Oudéa, qui gérait toute la transfo digitale et le marketing, et qui me dit tes médias sociaux, viens en faire, mais au service de la marque.
J'étais sur le corp. Du coup, je rejoins cette équipe pour en faire au service de la marque, au service de la publicité. On était vraiment au tout début de l'histoire, avec ces plateformes qui arrivaient, qui étaient les Facebook, Twitter, qui avaient leur version française, leurs équipes françaises. On était là-dedans. Je fais ça un petit peu plus de 3 ans, et puis elle rejoint Carrefour et elle me propose de la rejoindre comme directeur des médias sociaux dans un premier temps, et puis comme patron du marketing digital dans un deuxième temps, où j'ai fait un chantier absolument génial autour de la digitalisation du catalogue. Un truc qui m'a éclaté parce que c'est très concret, très grande distribution et très... qu'est-ce qui fait venir les gens dans les magasins ? C'est les promos, et les promos, ça passe par des catalogues papier, mais pas forcément. Et comment est-ce que... je fais un pas de côté pour le transformer en termes de digital. Et puis, depuis maintenant le mois de septembre, une toute autre casquette, c'est d'aller évangéliser nos grandes marques distribuées chez Carrefour sur l'accès à la data, l'utilisation de la data pour faire du marketing ciblé à l'individu, au comportement d'achat, avec vraiment un fil rouge qui est celui que je te disais tout à l'heure, c'est les médias sociaux en lancement et en début de carrière. Ça m'a appris quoi ? Ça m'a appris à pas de barrière, tester soi-même, faire du do-it-yourself et être crédible dans ce que tu fais parce que tu sais le faire toi-même. Alors, je sais pas forcément toujours tout faire, mais j'essaie un maximum de faire. Donc, les principales plateformes, et on les évoquera sûrement, j'ai un compte dans à peu près chacune d'entre elles et j'essaie toujours d'en faire, de pratiquer par moi-même pour être crédible sur le sujet et d'avoir ma propre crédibilité. Je publie sur les réseaux sociaux pour mon entreprise, mais aussi pour moi-même parce que ça m'intéresse d'avoir des convictions et de les partager. Donc profil atypique quand même, agence de pub, conseil ou en tout cas digitalisation évangéliste. Donc tu es aussi passé dernièrement par AXA et Carrefour, tu viens de le rappeler, alors que d'autres, on va dire, peut-être se dirigent vers des startups, vers des entreprises peut-être 100% digitales. Est-ce que c'est pour toi un choix ou un concours de circonstances ? Tu aurais pu bifurquer directement vers du digital 100%. Tu as choisi des grandes entreprises pour les aider à se digitaliser ou à se médiasocioiser. Est-ce que c'est un choix pour toi ou un concours de circonstances ? Pur concours de circonstances, parce que effectivement, plein de gens m'ont dit, mais tu as un parcours pour aller en start-up, oui. Tu as un parcours pour aller chez un GAFA. Oui, parce que tu es curieux, enfin, tu es de nature curieuse de ce que j'entends et de ce que je te connais quand même. On va le rappeler qu'on se connaît bien. Tu as cette curiosité qui, je trouve, est très intéressante chez l'annonceur, mais c'est vrai que dans d'autres types d'industries, c'est encore plus... tu peux le mettre en place plus facilement peut-être. Non, et effectivement, du coup, c'est un pur concours de circonstances, parce que je suis curieux. J'ai pas vraiment de secteur qui, tu vois, il y a des gens qui te disent, j'aime pas. Si je prends des industries, il y a des gens qui me disent, j'aime pas l'assurance. L'assurance, quand tu le connais de l'intérieur et quand tu es dedans, c'est des potentiels énormes et des problématiques extrêmement complexes, extrêmement intéressantes. La grande distribution, c'est pareil. Entre le e-commerce, entre les hypermarchés et du e-commerce alimentaire ou non alimentaire, c'est des choses complètement différentes. Et puis peut-être le point qui me relie à la tech ou aux startups, c'est que une de mes problématiques aussi sur mes jobs, c'est de faire que entre des startups, des grandes plateformes digitales américaines et des grandes entreprises françaises traditionnellement, historiquement, comment est-ce qu'on fait pour que la mayonnaise prenne et que tout le monde arrive à travailler ensemble en bonne intelligence et aller chercher de la croissance. Très clair. Alors on t'en a parlé un petit peu avant, mais qu'est-ce qui a guidé ton parcours finalement ? C'est les marques, c'est les personnes ? Est-ce que tu crois au concours de circonstances, la bonne personne au bon moment, qui va un peu t'aider à choisir, à faire tes choix ou à guider ta carrière ? Alors moi, c'est vraiment un des sujets, c'est que j'adore. Moi, c'est vrai que j'ai un côté très animal social. J'adore rencontrer des personnes et effectivement, moi, je suis vraiment sur un petit peu cette prime au hasard, cette prime où on a pensé à toi pour telle chose, on pense que tu es la bonne personne. Alors peut-être que j'ai un côté un peu influenceur malgré moi, c'est-à-dire que si tu flattes un peu mon ego, ça marche aussi, sans me prendre pour un imbécile. Mais j'avoue que quand on me dit, on pense que t'es bon et on pense que tu
tu peux nous aider à aller transformer ça et ça. Il y a peut-être un peu de hasard, mais il y a peut-être aussi de la conviction à un moment donné, de t'identifier pour un sujet et une mission, et effectivement, et j'ai pas, et le point, c'est que t'évoquais la curiosité, mais le champ des possibles, pour moi, il est à peu près illimité. Je me mets pas de barrière, je me dis, mais demain, tu vas où? Je vais là où la vie m'emmènera, j'ai pas de problématique, tous les sujets sont intéressants, toutes les problématiques sont intéressantes, privé, public, start-up, salariés, grandes entreprises. Moi, je me mets pas de barrière. C'est pas du tout ça j'en ai à peu près aucune. Donc tu es quand même assez porté par le projet, par la mission qu'on va te confier, ou les gens qui vont te demander de les rejoindre. Effectivement, moi j'ai besoin de mission, j'ai besoin de vision, j'ai besoin d'être sur un projet éventuellement difficile, mais avec une vraie vision et avec des personnes qui te font progresser, qui te font monter. Et effectivement, moi c'est structurant dans ma carrière. Ma carrière est faite, je pense, de rencontres, et des bonnes rencontres au bon moment sur des profils complètement différents. Et je pense que c'est ça qui, à un moment donné, aide en tout cas à faire la différence. Et moi, à rester motivé en permanence. Moi, j'ai un sujet il faut que je sois motivé, que j'ai la niaque, et que surtout être dans des environnements où il n'y a pas de limite. Très bien. Avant de rentrer dans le cœur de ton métier d'aujourd'hui, si on regarde un petit peu, j'aimerais bien avoir ton avis en fait sur de l'extérieur, peut-être à ce monde des agences, mais comment aujourd'hui, en tant qu'annonceur, en tant qu'expert, en tant que digital, comment tu vois aujourd'hui la galaxie des agences? Est-ce que tu trouves des partenaires chez ces agences-là aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la marge de manœuvre de ce côté-là? Quelle est ta vision de cette galaxie agence de l'extérieur? Alors, cette vision, moi, ce que j'ai pu en voir, peut-être sur mon poste précédent, parce que du coup, j'étais dans deux logiques, c'est-à-dire que mon poste précédent, il y a encore 6 mois, directeur marketing digital et directeur du social media, je faisais appel à des agences, plutôt créa. Et aujourd'hui, c'est des partenaires plutôt du côté des agences médias. Si je prends du côté des agences créa, moi, ce que j'ai pu voir ces dernières années, c'est que à côté des très grands groupes qu'on connaît tous d'un point de vue créa, beaucoup et de plus en plus de spin-off créatives, extrêmement créatives, avec des très fortes expertises autour des plateformes, le bon contenu pour telle plateforme, et cette très très forte adéquation entre un discours d'agence d'aller t'écrire le discours de marque, mais de très très forte adéquation avec le média et de la mise en musique. Et c'est à la fois l'idée mise en musique de façon extrêmement forte, naturelle, on va dire social media native ou plateforme native, appelons-le comme on veut. Donc ça je l'ai vu avec peut-être parfois les difficultés des très grands groupes d'arriver à se mettre dans cette roue-là avec plus de rigidité, c'est-à-dire que peut-être ils avaient le concept intellectuellement, mais effectivement cette force des pures agences, pures créatives, elles ont l'idée, mais elles ont l'exécution. Et je trouve que là-dessus il y avait vraiment un sujet vraiment de disruption de marché, et d'aller grignoter sur des petites parties. Tu vois, si je prends un sujet qui t'est cher, si je prends le sujet de l'influence, c'est pas juste une idée. L'influence est important. Ok, l'influence, c'est pour ta marque, je la caractérise comment, je l'exécute comment, je la fais comment, en adéquation avec ta ou tes cibles. Je pense que c'est un élément. Donc ça, c'est pour une première partie plutôt agence créa telle que je le vois. Et du côté des agences médias, ce que j'ai pu voir, c'est là aussi ces dernières années, ces derniers mois, des agences en extrêmement forte proximité avec les grandes plateformes, pour être dans une relation partenariale avec elles, pour être à la pointe de l'innovation, à la pointe des nouveaux formats, à la pointe des nouvelles méthodes d'achat, et c'est extrêmement finesse et peut-être une approche plus collaborative dans celle qui fonctionne le mieux, plus collaborative avec les plateformes, malgré des sujets est-ce que la grande plateforme n'est pas mon concurrent quelque part? Peut-être, mais néanmoins l'approche collaborative, elle est extrêmement forte, et je trouve que les très bonnes agences se dégagent là-dessus. Donc plutôt, de ce que j'entends, une expertisation des agences qui semble importante aujourd'hui, et également des agences hyper spécialistes en médias, en création, dans d'autres domaines, et surtout en collaboration. C'est ça qui, à mon avis, retient ce que je résume un petit peu, c'est qu'on a des agences de plus en plus expertes
et qui font appel aux plateformes et qui sont de plus en plus techniques aussi, j'imagine, avec leur champ de possible. Donc les agences généralistes aujourd'hui, c'est pas trop tes partenaires finalement, c'est plutôt des agences expertes qui vont t'aider. Disons qu'en fait mon point c'est que les agences généralistes restent parce que historiquement il y a un sujet que elles ont des capacités avec des grands comptes à les avoir, mais je trouve que les agences spécialistes et expertes grignotent des parts de marché mois après mois, année après année. C'est plus ça, c'est de te dire on n'est pas sur une logique de grand soir. Je suis pas en train de te dire les grandes agences sont mortes. Alors déjà les grandes agences rachètent des petites agences très expertes, mais ce que je veux te dire par là c'est que il y a vraiment ce grignotage de par, effectivement, comme tu le résumes très bien, de par l'expertise pointue, parce qu'à un moment donné, toi, tu veux une expertise pointue sur un sujet dédié qui va être la vidéo, l'influence, TikTok, pour parler d'une récente. Et puis, de l'autre côté, cette approche aussi sur la collaboration, construire une relation partenariale et pas complètement naturelle historiquement. Très bien, très clair. Alors, on va rentrer dans ton métier d'aujourd'hui, donc la data, le distributeur et les marques. Pourquoi aujourd'hui la data que proposent les distributeurs a beaucoup de valeur? Est-ce qu'aujourd'hui c'était un sujet qu'on avait valorisé jusqu'à maintenant ou très peu et où maintenant ça explose parce qu'on a les outils qui permettent de travailler cette data-là? Qu'est-ce qui donne la valeur de la data aujourd'hui? Alors peut-être pour revenir sur ces histoires de la grande distribution, mais là c'est vraiment plus pour nos auditeurs. C'est-à-dire qu'on est tous clients de la grande distribution. Donc j'espère que vous allez tous chez Carrefour, mais il est possible que vous alliez chez quelques-uns de nos concurrents que je nommerai pas. Ou Shop, ça marche? Et par conséquent, vous êtes clients et vous êtes tous clients en termes B2C. Et la grande distribution, généralement, on pense souvent à ça. Les clients d'un point de vue B2C. Nous tous, en termes de personnes, on fait du e-commerce, on va en magasin, on va en hypermarché, en supermarché, en supérette, on commande ses courses avec Uber ou Deliveroo ou en quick commerce avec Cajoo, par exemple, aujourd'hui. Et puis, une autre facette de cette clientèle de la grande distribution, et on y pense moins, c'est les grandes marques. Ces grandes marques, je les nommerai pas, elles sont extrêmement nombreuses, mais toutes les grandes marques du quotidien que vous allez acheter chez Carrefour, du soda, de l'eau, des yaourts, des céréales, de la bière, des boissons alcoolisées, que sais-je. Donc voilà pour donner ces éléments de contexte. Donc c'est ces deux types de clients. Et par rapport à cette data, il y a effectivement cette problématique aujourd'hui qui est plus rendue facile de par la tech et la data et les outils technologiques que par le fait de collecter des infos. Carrefour, comme les principales enseignes de grande distribution, a un programme de fidélité et a de la connaissance client depuis aussi longtemps que la grande distribution existe. La vraie différence aujourd'hui, c'est que de par la technologie, on peut rendre cette data utilisable en temps réel pour les marques et on vient répondre potentiellement à une problématique qui est les grandes marques connaissent finalement assez peu les consommateurs parce qu'elles vont vendre soit en café, hôtellerie, restauration pour certaines, soit aux enseignes de grande distribution. Donc elles ont comme clients Carrefour, Leclerc, Intermarché, Lidl, pour en citer quelques-unes, et elles n'ont pas forcément une connaissance fine du client final. Et à un moment donné, qu'est-ce que aujourd'hui la technologie permet? La technologie va permettre aux grandes marques comme Carrefour, mais c'est une démarche qui a été initiée, qui nous vient d'Amazon pour ne pas le nommer, dans les acteurs les plus avancés au monde, Walmart avec Walmart Connect. Et en fait, c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est d'aller donner accès aux grandes marques à cette data. Cette data, on est sur un podcast plutôt marketing communication, donc pour des activations publicitaires. Finalement, je vais permettre à une grande marque de soda d'aller mieux connaître ses clients ou d'aller faire des campagnes de pub pour ses clients ou des campagnes de pub pour des non-clients, donc de la publicité ciblée. Mais ça va aussi permettre d'aider d'autres catégories de personnes qui peut-être nous écoutent moins sur le podcast, mais j'espère nous écouteront, sur qu'est-ce qui se passe pour leurs produits dans nos magasins. Est-ce qu'elles vendent plus
en circuit e-commerce? Est-ce qu'elles vendent plus en hypermarché? Est-ce qu'elles vendent plus quand il fait chaud, quand il fait froid, dans les magasins en bord de mer, dans les magasins en montagne ou que sais-je? C'est ces problématiques-là, cette espèce finalement de rêve de marketeur, de rêve d'équipe de trade marketing, c'est que j'ai accès. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire? On peut avoir accès à de la donnée transactionnelle temps réel, ce qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire que oui, avant, on pouvait faire des études ad hoc, on avait accès à plein de données, mais cette donnée aujourd'hui, je peux comprendre ce qui se passe pour mon consommateur et je peux dans la foulée aller créer une campagne de pub en se disant je vais aller cibler les consommateurs de mon concurrent et je vais leur faire une campagne de pub dédiée sur Facebook, Snap, Le Monde ou que sais-je, ou n'importe quelle autre plateforme. Et en fait, c'est ça la promesse aujourd'hui, c'est ce ciblage data massif où j'ai la possibilité de changer la donne en termes de compréhension de mon client et puis en termes de marketing. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes capable de transmettre aux marques, en temps réel, des actes de consommation d'achat sur leurs produits ou sur des concurrents. Par exemple, je vais sur WooShop, j'achète, tu peux transmettre à la marque de sauce tomate que j'ai acheté que Cyril a acheté ou que quelqu'un a acheté. Et ensuite, la marque peut l'utiliser en retargeting. C'est ça? Est-ce que ça fonctionne comme ça dans la vraie vie? C'est exactement ça. En temps réel, vraiment. Qu'est-ce qu'il permet? Je viens de finir mon panier, je viens de faire ma commande, je peux être targeté pour acheter un complément de sauce que j'ai acheté ou un produit... Je ne rentrerai pas dans des détails techniques, de veille concurrentielle et autres. Où on en est aujourd'hui par rapport à la data au temps réel et un peu à finalement ta fonction quand même qui est, je pense, devenue quasi indispensable aujourd'hui pour le distributeur, pour les marques, pour justement faire ce lien qui est aujourd'hui un peu compliqué. Nous, on travaille avec des marques de food. Ils nous disent des fois, on n'a pas toute la data. On sait combien de volume on vend. On ne sait pas qui achète vraiment. Alors maintenant, ils vont pouvoir accéder. Mais c'est quand même révolutionnaire pour les marques, je trouve. Non, et effectivement, on est là-dessus, pour reprendre tes éléments. Tu vas acheter cette sauce tomate en ligne ou tu vas l'acheter en magasin. Évidemment, ça nécessitera, et tout le monde ne le fait pas, mais en ligne, évidemment, tu es logué. En magasin, il faut présenter ta carte de fidélité. C'est effectivement la carte de fidélité. Et ce qui nous permet de dire, Cyril Athias, il achète de la sauce tomate 3 fois sur 10 en online, 7 fois sur 10 en magasin. Parce que, et cet élément de se dire, il y a un consommateur aujourd'hui, acheteur de sauce tomate, prenons cet exemple-là, c'est un excellent exemple de produit qu'on trouve évidemment chez Carrefour. Et qu'on partage, sans la citer. Et qu'on partage, Mouti. Meilleure sauce italienne, je vous conseille à tous d'aller en acheter. Et effectivement, le fait de pouvoir dire aux équipes trade marketing ou aux équipes sales de Mouti, ce genre de typologie-là, et de se dire, je te prends un exemple concret, les gens en achètent beaucoup en online, comme toi, Cyril, et peut-être moins en hyper. Est-ce que je vais aller faire une campagne de pub demain sur cette base? Les consommateurs de sauce tomate non acheteurs de la marque Mouti, et je vais aller leur faire une campagne. Et Mouti peut se dire, c'est vraiment la force de notre modèle, de dire, on a 650 plateformes médias partenaires, on est présent dans 9 pays, donc si toi c'est plutôt Facebook, plutôt Snap, plutôt d'autres partenaires médias, et tu vas pouvoir proposer ces campagnes de pub avec vraiment un élément important qui est, tu peux faire varier ton message. On sait que tu achètes prenons un cas, tu peux faire une campagne ensuite dédiée avec l'acheteur de sauce tomate en hypermarché mais qui n'achète pas du Mouti, ou bien le non-acheteur, une personne qui n'achète jamais de sauce tomate chez Carrefour. Comment est-ce que je vais lui donner envie d'acheter? Et ça pose ensuite la question éminemment importante de la créa. Quel contenu je vais faire, à quel moment, à quel endroit pour ce public-là? Est-ce que
si je te parlais de choses éminemment créatives, est-ce que pour cette campagne-là, je vais faire un contenu influenceur? Est-ce que je vais faire du live shopping? Est-ce que je vais faire une simple bannière? Est-ce que je vais faire un couponing promotionnel 20 centimes de réduction pour 3 pots de sauce tomate achetés? Enfin, en tout cas, se pose ensuite la question de voilà quel contenu. Mais c'est intéressant de se dire que ton contenu, t'es une marque, tu peux te dire ok, je le segmente. Et puis un autre point hyper important, moi tu sais, je te parlais beaucoup de la collaboration, moi qui me tient à cœur. Ça veut dire que si je reprends l'exemple de ton client Moutis, ça veut dire que les équipes importantes, mais les équipes, par exemple influence, avec qui tu travailles au quotidien, peuvent parler avec les équipes trade marketing en te disant ok, je vais faire une opération marketing sur ces non-acheteurs de mon produit en hypermarché. Et ça, c'est intéressant aussi de se réconcilier. Et évidemment, parce que c'est important de se parler de performance, à la fin, avec les technologies qu'on propose, j'ai l'impact sur les ventes. Évidemment online, tu vas me dire j'ai pas beaucoup de mérite, mais surtout en magasin. Et on sait qu'en grande distribution alimentaire en Europe, on reste à 90% du chiffre d'affaires qui est fait en magasin. Donc le online progresse, mais les gens vont encore beaucoup en magasin. Alors super, tu as parlé de data, tu as parlé de créativité. Est-ce que l'influence aujourd'hui pour vous est un média? Est-ce que vous le traitez? Est-ce que c'est quand Moutis sait que j'ai acheté une sauce tomate, est-ce qu'il va venir me retargeter sur les plateformes? Est-ce qu'il va déclencher une opération d'influence ou bien une campagne social média? Est-ce qu'aujourd'hui l'influence est intégrée autant qu'un média classique ou pas encore, ou ça se développe? Alors, moi j'aurais plusieurs réponses à te donner. Nous on travaille avec toutes les grandes marques qui sont potentiellement distribuées chez Carrefour. Et ce que je peux te dire, c'est que certaines d'entre elles, alors toujours pareil, sans citer de nom, mais celles qui viennent de la beauté et du luxe ont une inclinaison naturelle à commencer ou à avoir les dispositifs d'influence, influence native, je dirais. Enfin, on est presque là-dedans et elles y sont complètement. Et puis un certain nombre d'autres marques, peut-être nord-américaines ou anglo-saxonnes. Je pense à des très grandes marques anglo-saxonnes de produits de grande consommation, là aussi sans citer de nom, qui ont l'habitude de faire de l'influence sur d'autres géographies. Quand elles sont en Europe, maintenant elles en font aussi. Donc c'est effectivement devenu complètement naturel, complètement dans leur ADN. Et effectivement, le fait c'est que qu'est-ce que ça va changer ou qu'est-ce que ça changera demain, c'est peut-être de leur permettre, en tout cas moi c'est la volonté que j'ai, de leur dire vous faisiez de l'influence, vous en ferez toujours. C'est juste, vous pouvez aller chercher des typologies de consommateurs différents. Donc, ça veut dire que en mix influenceur, vous pouvez avoir des approches peut-être plus fines avec un élément important. Et j'insiste là-dessus, c'est que je vous donne non pas accès à des données socio-démo, mais à des données de consommation. Donc ça veut dire que peut-être que dans le choix des influenceurs, tu peux avoir des choses plus fines qui peuvent être faites, des singularités plus fortes sur quelle adéquation avec ta marque et ton produit de grande consommation au final, parce que tu as des données de consommation. Donc, ce qui est vachement intéressant et de ce que j'entends, c'est que je vais pouvoir compléter mes profils d'influenceurs, alors, de base avec les statistiques des plateformes, et ensuite avec de la consommation d'achat, avec de la data d'achat, que je vais pouvoir jumeler. Et de me dire demain, je veux faire une campagne d'influenceurs sur mes top acheteurs, je pourrais le faire. Ou bien, je veux identifier dans une base d'influenceurs qui sont les acheteurs de produits, qui sont les non-acheteurs et qui achètent la concurrence. C'est exactement ça. Parce que j'aime bien peut-être partir d'exemples concrets, mais je prends de la crème glacée, par exemple. Prenons de la crème glacée. On peut se dire que tu vas avoir la possibilité de te dire je vais peut-être activer. Une fois de plus, c'est une possibilité. J'impose rien. C'est pour ouvrir les champs des possibles en termes de créativité. Je vais avoir des influenceurs par rapport à des acheteurs en circuit e-commerce et des influenceurs par rapport à des circuits hypermarchés. Et on peut imaginer que tu achètes de la crème glacée en hypermarché, tu achètes de la crème glacée en e-commerce, c'est peut-être pas la même chose, pas le même type de comportement socio-démo et pas le même type d'impact sur tel ou tel influenceur. Très intéressant. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, donc toi tu es responsable monde, enfin en tout cas tu as une visibilité internationale aussi. Est-ce que tu vois des pays plus avancés que d'autres?
est-ce que tu vois des initiatives locales ou régionales intéressantes qui vont peut-être nous aider à transformer un peu cette industrie? Oui, alors au sein de Carrefour Links, qui est cette entité-là qui propose de la data aux marques, on accompagne les 9 pays du groupe. Donc c'est à la fois l'Amérique latine, Brésil et l'Argentine, en France, Espagne, Italie, Belgique, Pologne, Roumanie, et puis également Taïwan. Juste pour te donner un petit peu le footprint international qu'on a aujourd'hui. Et dans ce cadre-là ou pas dans ce cadre-là, une tendance de fond qui est une lame de fond, tu vas me dire, je suis pas le premier à te le dire, mais néanmoins c'est la réalité et ça continue à frapper très fort, c'est du côté du live commerce. Du social commerce, appelons-le comme on veut. On est vraiment sur une tendance émergente, plutôt d'origine chinoise à la base, mais qu'on voit émerger partout, avec des recours aux influenceurs de façon très claire sur ces marchés asiatiques, avec des recours aux influenceurs également sur des marchés européens. Donc clairement, il y a des choses de ce côté-là, et on voit notamment des problématiques de mise à disposition d'influenceurs pour les marketplaces. Enfin, on voit vraiment des choses émerger. Donc moi, je dirais vraiment du côté de la Chine, à mes yeux, il se passe des choses extrêmement intéressantes, extrêmement fortes, et avec, comme c'est un marché qui a beaucoup d'avance, longtemps on a pensé que ce marché du social commerce qui fonctionnerait pas pour l'alimentaire. On se rend compte que sur le marché chinois, si, parfois il y a de l'alimentaire sur lequel ça peut fonctionner. Et puis j'ai un autre marché, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est le marché brésilien. Le marché brésilien, parce qu'on est sur le plus gros marché d'Amérique latine, une population extrêmement jeune, extrêmement connectée, fan et surutilisatrice de réseaux sociaux, qui a notamment des utilisations de WhatsApp pour des usages professionnels extrêmement intéressants à regarder. Alors, pas encore dans ce que je fais concrètement autour de la data, pas forcément d'exemple là à donner, mais je trouve que ça fait partie de l'autre marché, l'Amérique latine, qu'on regarde pas toujours, où il y a une certaine frugalité technologique et un certain dynamisme que je trouve extrêmement fort et hyper important à regarder. Oui, je me rappelle de tes tests sur le catalogue interactif ou bien le catalogue WhatsApp que tu avais fait avec le Brésil et la France. Enfin, il y avait des belles expériences digitales aussi là-dessus qui étaient intéressantes. Le live shopping, c'est des choses que tu pourrais intégrer, par exemple, dans ton job d'aujourd'hui de data link, c'est-à-dire, tiens, on a fait de la vente en ligne de tel produit, on va mettre en place un live shopping avec la marque pour justement aller faire une promo ou bien aller vendre un produit en plus en live. Alors on en a déjà fait l'année dernière, notamment à la fin de l'année avec Disney, sur le sujet. Donc non, je te confirme qu'effectivement c'est une très forte demande de la part des marques de pouvoir en faire sur des écosystèmes Carrefour, site et app, parce que tu as l'achat directement derrière, et je pense un élément important, parce que avec de la vidéo, avec des influenceurs, tu vas créer ce supplément d'âme au e-commerce. C'est qu'à un moment donné, un site e-commerce ou une application, malgré toutes les qualités qu'elle peut avoir, tu as assez peu de conseils, peu de suppléments d'âme. Voilà, c'est efficace, ça fonctionne. J'ai pas de problème. C'est pas moi qui vais dire que le e-commerce ça marche pas, mais c'est plus que tu peux créer ce supplément d'âme qui te permet de faire la différence, de vendre des produits complexes et puis de donner envie de revenir à ton contenu et de revenir à ta marque. Oui, puis d'offrir un peu de contenu, un peu d'humain, un peu oui, comme tu le dis, de relation aussi, ce qui est important, je pense, dans le commerce quand même, la relation humaine. Et typiquement aujourd'hui, sur ce genre d'exemple, vous avez un studio intégré chez vous, vous avez le live shopping qui est prêt, et quand une marque vous demande, vous activez le studio chez vous. Comment ça se passe concrètement? Ou c'est la marque qui s'en occupe? On a plusieurs propositions. On peut soit la marque à ses équipes, mais effectivement on a un partenaire intégré qui a des studios chez lui et qui sont très régulièrement bookés pour le faire. Et donc ça, tu mesures l'audience, tu mesures les ventes, tu mesures l'efficacité du programme, j'imagine, du coup. Et c'est hébergé sur le site de la marque ou ou chez vous? C'est hébergé chez nous. En fait, c'est vraiment ça qui est recherché, c'est de ramener le trafic chez nous, de pouvoir avoir l'achat intégré, d'être dans son parcours de course. Effectivement, c'est comme ça qu'on le propose. Et effectivement, c'est ce qu'on peut proposer aujourd'hui, c'est l'audience également, et on l'oublie parfois au niveau du live shopping, c'est notamment l'importance du replay. Ça se fait en live, mais ça se fait aussi en replay. Il y a un côté long train.
Et puis, c'est à la fois du live, mais aussi du shopping, donc évidemment des performances e-commerce qui se mesurent. Très bien. Aujourd'hui, si on parle un peu de marketing d'influence, donc ta vision à toi par rapport à ce sujet-là, pas forcément dans ta fonction aujourd'hui, mais par rapport à ce que tu as fait avant et ta vision finalement de ce sujet-là, est-ce que tu crois que c'est un sujet qui va durer? Est-ce que ça va transformer nos organisations de façon un peu profonde en termes de marketing? Ou bien est-ce que c'est un sujet éphémère qui va évoluer ou qui va disparaître, plus ou moins? Non, Comment tu vois ça? Moi, je pense que c'est un sujet qui va devenir complètement normal. C'est-à-dire qu'on était encore sur une période de forte croissance, tout le monde pouvait se dire influenceur X ou Y, et de marques qui n'avaient pas toujours des maturités absolues par rapport au sujet. Je pense que on est vraiment sur un domaine qui va devenir complètement normal. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le reste, ça va prendre une part de marché dédiée. Pourquoi? Mais je dirais un petit peu comme si je prends la radio, j'ai, je sais pas, Europe 1 ou RTL qui ciblent des audiences différentes. Bah là, on est exactement pareil. J'ai un influenceur qui cible une audience différente, qui est en affinité avec celle-ci, qui est juste avec celle-ci et qui a son impact. Et donc du coup, on est vraiment sur. Pour moi, ça devient normal parce que on est sur du marketing. C'est-à-dire que j'ai des cibles à toucher, j'ai des influenceurs qui me permettent de toucher la cible, et donc du coup on a quelque chose de professionnel et professionnalisé. C'est un métier à proprement parler qui devient normal, et avec aussi une problématique, c'est que il n'y a pas vraiment de sujet que l'influence peut pas couvrir, donc que ce soit des biens, que ce soit des services, que des gens qui ont beaucoup de revenus, des gens qui ont moins de revenus, on peut trouver des influenceurs qui peuvent correspondre à cette cible et les travailler, mesurer l'impact de façon complète. Donc je pense qu'on est vraiment sur une normalisation des choses et un business as usual avec l'influence. On sort de l'effet effectivement phénomène de mode. C'est pas à la mode, c'est normal. Très bien. Aujourd'hui, par rapport à toutes les plateformes sociales, tu as une préférence, toi, en tant qu'utilisateur? Est-ce que tu préfères Snapchat, TikTok, Instagram? Alors, écoute, je garde un goût particulier pour Twitter, sur lequel j'ai commencé. Mais j'avoue, j'ai Instagram qui mois après mois, année après année, grignote, notamment parce que je crois que sur Twitter, je suis toujours un peu dans un rôle un peu professionnel malgré tout. Sur Instagram, je crois que je suis vraiment moi, donc c'est vrai que j'aime bien ça, de se dire je peux voilà. Et puis je trouve que la plateforme, elle a un côté très à la fois très esthétique sur du feed, très un peu brut sur des stories que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes deux plateformes. Et après, je dis quand même une troisième, j'ai TikTok, où j'ai cette force de l'algo. Moi, je suis toujours scotché avec ce truc, donc j'ai cet algo qui est quand même une tuerie où en fait ça me repousse les bons contenus au bon moment, et ça me fait c'est vrai qu'il y a ce truc de je passe quelques minutes sur TikTok et j'ai un truc et j'ai des bons trucs, et c'est quand même très agréable. Donc là, tu regardes, tu produis pas? Je produis peu, effectivement. Je produis un tout petit peu sur TikTok, mais peu, j'avoue. Très bien. Par rapport à tout ça, donc le digital, les grandes marques, le growth marketing, comment tu imagines peut-être évoluer demain? Alors, c'est une grande question, hein, mais est-ce que tu te verrais évoluer vers un peu plus de data, plus de création, plus de médias en termes de carrière chez toi, alors, ou même au sein de Datalinks? En tout cas, ce qui est intéressant de Carrefour Links, c'est comment tu vois ce sujet évoluer. Est-ce qu'on va aller plus vers du contenu, et toi-même, où tu te verrais dans les prochains mois, années, en termes de... Où tu penses que ça va t'emmener, en fait? Ma question, c'est ça. Écoute, là où moi, l'élément notamment qui m'anime beaucoup ces derniers temps, c'est l'ouverture des marchés internationaux chez nous. Et c'est vrai que de travailler à l'international sur se dire, cette approche de la data commençait pour le marché brésilien, commençait pour le marché belge et le marché espagnol, pour les trois où on est tout juste en train d'ouvrir. Ça a un côté hyper excitant et hyper grisant, cette montée à l'international, de se dire, ok, cette approche de la data, là je suis plus sur un périmètre
être franco-français et comment je le fais sur des géographies très proches comme la Belgique ou l'Espagne, plus lointaines comme le Brésil. Je trouve que là-dessus, cette internationalisation, je crois que je suis dedans. J'avoue que moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter à très très long terme. Donc, je suis plutôt sur du moyen terme, c'est 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je le vois comme ça aujourd'hui. Ça, c'est peut-être un premier axe. Et si, il y a quand même ce truc qui m'anime, en tout cas, c'est ce que j'aimerais, c'est pouvoir aider à accompagner les marques sur cette logique de contenu. Parce que je trouve que la data, elle permet finalement le Graal des marketeurs. Je vais pouvoir cibler mes audiences en temps réel et mesurer l'impact et de me dire ouais, mais quel message ? Et quel est le bon message ? Et comment je vais réussir à être aussi dans une logique de grande distribution, à la fois brand des promos et à la fois brand des promos dans des canaux digitaux. Je trouve que c'est un challenge hyper intéressant d'aller dire ok, j'ai un intérêt à acheter le produit, mais le produit m'a inspiré et je vais acheter ou racheter. Et aujourd'hui, du coup, tu vois que les marques ne sont pas encore bien équipées, côté contenu ou côté délivrable, quelque part par rapport à ça. Elles utilisent peut-être des anciennes méthodes ou des anciens contenus qu'elles recyclent peut-être, mais c'est peut-être pas suffisant, c'est ça ? Disons qu'effectivement, je pense que cette bonne granularité, alors après, ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce que tu fais les choses dans une logique où il faut faire des choix, c'est-à-dire que tu vas pas aller pouvoir cibler les 15 segments d'audience que je vais te donner. Donc se dire, ok, quel choix tu fais, quel angle tu fais, comment est-ce que tu produis des contenus différents, ou à l'inverse, comment est-ce que ces inside data te font réfléchir à, ok, je vais me concentrer sur telle audience et je vais me baser sur celle-ci. Très bien. Est-ce que tu as aujourd'hui un mentor ou des mentors dans le marketing ou dans le digital ? Ce qui aujourd'hui est assez important finalement pour pas mal de gens, c'est quand même d'avoir des gens qui nous inspirent quelque part. Alors, moi, je te dirais que j'en ai eu, j'en donnerais trois dans ma carrière. Moi, j'ai Amélie Oudéa-Castéra qui a été ma boss successivement chez AXA et chez Carrefour, qui est désormais partie diriger la Fédération française de tennis, mais qui reste extrêmement inspirante pour moi, notamment parce que elle fait confiance, qu'il n'y a pas de limite et qu'on y va, on a une bonne idée, on a une inspiration, elle fait confiance, on y va, on fonce, on délivre les projets, on a de l'impact. Et on lui donne de la visibilité et ça a été extrêmement fort, cette logique de faire confiance là-dessus. Je te donnerai également mon ancien boss qui est parti de chez Carrefour depuis quelques mois, mais Édouard Maïfet, qui était le patron de la data, où il avait une approche de comment est-ce qu'on travaille avec les plateformes de tech, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Lui, c'était un ex-Googler et le fait d'avoir ces logiques de l'intérieur, les meilleures plateformes en termes de data, les meilleures plateformes en termes de tech, c'est quoi les leviers de négociation, c'est quoi les leviers pour aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Et puis une troisième personne, Vanessa Boudin-Lestienne, que j'avais rencontrée chez AXA quand je faisais de la relation client et de la digitalisation de la relation client, où elle me challengeait toujours et elle continue à me challenger, mais et si on allait plus haut, et si on allait plus fort, et si on allait plus loin. Elle me disait chez Facebook, ton interlocuteur, tu as telle personne, est-ce que tu peux aller chercher l'interlocuteur du dessus ? Tu mérites, tu peux taper la... Et ce côté sparring partner, elle est devenue chasseuse de tête. Je pense que c'est toujours intéressant parce que dans la chasse de tête, je trouve que tu es vraiment là-dedans de se dire, ok, c'est quoi ton challenge professionnel d'après ? Et c'est vrai qu'elle se mettait aucune barrière. Elle se met toujours aucune barrière. Donc voilà pour 3 personnalités inspirantes dans ma carrière. Génial. Tu te vois où dans 10 ans ? Ouais, dans 5 ans, 5 ou 10 ans. On l'a répondu un peu tout à l'heure à la question, mais est-ce que tu t'imagines en France, à l'étranger, puisque l'étranger est quand même un sujet qui a l'air d'intéresser de plus en plus ? Écoute, je m'imagine, ouais, effectivement, l'étranger me passionne, les sujets internationaux, l'Amérique latine, j'adore. Je sais pas si j'irai travailler là-bas ou autre, mais je trouve qu'il y a ce côté, mais je maîtrise pas la langue, ça reste un bloqueur quand même majeur. Il faudrait que je me mette au portugais. Ça s'apprend. mais en tout cas, voilà, ça fait partie des marchés qui me passionnent. Comme je te le disais, moi, j'ai une telle curiosité que en fait, le secteur, l'entreprise, la taille, en fait, je suis plus au challenge, le challenge qui m'animera, le problème difficile je résume ça souvent en qu'est-ce que tu as comme problème difficile à craquer en très peu de temps et vraiment là-dessus peu importe. Non, je te disais, l'international m'intéresse parce que ça fait changer de prisme, changer de façon de fonctionner. Tu as peut-être la même plateforme techno, tu seras peut-être toujours sur je sais pas, un sujet d'influence, mais l'influence au Brésil, l'influence en France, ce sera pas du tout pareil. Et ça fait finalement reprendre les choses à zéro, et je pense que ça fait du bien de repartir à zéro dès qu'on peut. Génial.
Écoute, on va conclure cet entretien. Il y a quelques petites questions que je pose toujours à la fin. C'est si tu partais sur une île déserte avec un bouquin, lequel tu emporterais avec toi? Si tu en as un de référence. Alors, j'en ai pas un de référence. Alors, je te fais la blague, mais j'ai un auteur de référence. Alors, pour l'île déserte, moi, j'avais la possibilité d'une île de Michel Houellebecq, mais en l'occurrence, c'est pas forcément celui-là que je prendrais. Mais ce que je trouve très intéressant avec les livres de Houellebecq, enfin, moi, j'aime beaucoup cet auteur, c'est que à la fois, il y a un côté littérature où moi, je passe un bon moment. J'adore son style avec une très très forte simplicité, et j'ai quelqu'un de très au sens de l'artiste, très visionnaire en termes de comment est-ce que la société dans laquelle on vit va évoluer. Donc je trouve ça intéressant de se dire, j'ai un truc un peu qui m'anime sur qui te fait où je passe un bon moment, parce que tu vois, j'ai toujours le bouquin universitaire, tu vas me dire ouais mais ok, mais c'est pas, il est pas un peu chiant. Et en fait les livres de Houellebecq, moi j'aime bien parce qu'il y a un vrai côté littérature, j'aime la littérature, et puis il y a un côté ça fait réfléchir. Donc voilà, je te dirais, je prendrai un livre de Michel Houellebecq, je sais pas lequel, mais je prendrai un livre de Houellebecq. Le dernier, que je n'ai pas commencé. Très bien. Et si tu avais un conseil à un jeune marketeur, jeune diplômé qui sort de l'école aujourd'hui et qui voudrait se lancer dans une carrière professionnelle dans le digital, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller par rapport à ton expérience et ce que tu imagines qui va arriver? Oui, je lui conseillerais de faire par lui-même. Je lui conseillerais de... je te prends un exemple. J'adore la vidéo, je veux aller faire des campagnes sur YouTube. Prends ton téléphone portable, prends ton ordi, regarde des tutos sur YouTube pour faire du montage et commence à faire des choses. Et je serais vraiment sur ce côté just do it yourself. Prenons-le comme on veut, mais faire, être un doers, être un makers. Et je pense que la différence se fait là-dessus. Parce que quand on te parle de vidéo, t'as un œil, t'as fait des trucs. On a tous fait des choses. Quand tu fais par toi-même, au début c'est pas bon, c'est pas grave, mais juste tu sais faire, t'as un œil, t'as un regard acéré, et tu peux aussi critiquer le travail des autres, et je pense que c'est important. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thomas? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je sais pas. Professionnellement, personnellement. De revoyager. Je crois que ça me voilà, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, Cyril? On peut me souhaiter de revoyager. Je crois que ça me manque. En fait, ça me manque un peu. Pendant qu'on se parle, je devrais être au Brésil, et à cause du Covid, j'y serai plus tard. Les visios, c'est sympa, c'est extrêmement efficace, c'est hyper fort, j'ai pas de sujet. Mais là, c'est vrai que je crois que j'ai envie de revoyager. Super, on a tous envie de revoyager. Merci Thomas, merci beaucoup pour cette entrée en matière dans la data, dans le gros marketing. Et puis merci pour avoir accepté mon invitation. Merci Cyril. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.